Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Laurie Théron. Et cet épisode va parler des femmes en politique. Laurie exerce la profession de collaboratrice parlementaire au Sénat depuis plusieurs années. Et elle a aussi créé cette année le podcast Les Mariannes, qui donne la parole à des citoyennes engagées dans toute la France. Alors, petit point chiffre, le but n'est pas de vous déprimer, chères auditrices et auditeurs, enfin surtout auditrices dans ce cas-là, mais quand même. En 2021, les femmes ne représentent que 20% des maires élus. En 2020, elles ne sont que 4 à être présidentes de région et 224 à être députées sur 577 sièges, ce qui fait seulement 38% de députés femmes. Et l'Élysée reste l'apanage des hommes. Aucune femme n'a été élue présidente de la République en France. Je laisse maintenant Laurie nous expliquer son métier et ses convictions. Bonjour Laurie, bienvenue au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu à 6 mois des présidentielles? Bonjour Anne-Laure, écoute, ça va très bien. Je suis les présidentielles avec attention, Ouais. effectivement. Et c'est ce que j'expliquais en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de collaboratrice parlementaire au Sénat? Oui, alors moi je travaille effectivement en politique, en coulisses, depuis 2015. Donc ça fait 6 ans maintenant que je Ouais. travaille au Sénat. Sénat qui, je le rappelle, est une assemblée composée de seulement 32% de sénatrices. Donc on est encore loin d'une assemblée paritaire. Moi, effectivement, j'ai été immergée assez tôt, à 26 ans, dans ce milieu très masculin. Et je m'y suis quand même beaucoup plu, puisque ça fait quand même 6 ans que j'y suis. Et c'est un très, très beau métier d'être collaboratrice parlementaire. On apprend énormément de choses. On est toujours en train d'apprendre, en fait, des choses. Il faut être très curieux intellectuellement. Et puis c'est un beau métier. Donc, en fait, les missions d'un collab, c'est 3 volets. Il y a 3 axes de mission. Il y a l'aspect législatif, où là, on travaille vraiment sur les textes de loi qui sont en train d'être examinés au Sénat, à l'Assemblée. Ouais. Donc on travaille sur ces textes, on essaie de les améliorer, de proposer des amendements. Donc le collaborateur, il va pouvoir rédiger des amendements, il va pouvoir rédiger des discours, des interventions pour son élu. Il va pouvoir l'aider à préparer les commissions, les auditions qu'il va pouvoir mener. Donc il y a tout ce travail-là législatif. Il y a aussi une grosse part de communication, puisque les élus communiquent. Ils ont effectivement des personnes à sensibiliser à leur travail dans leur circonscription. Alors pour les sénateurs qui sont élus par les grands électeurs, les sénateurs s'adressent en général aux élus locaux. Donc là, chaque élu a une communication bien singulière. Et puis, il y a l'aspect représentation aussi. Alors ça, c'était un petit peu avant le Covid, parce qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, mais c'est vrai qu'avant le Covid, on recevait beaucoup de visites de gens de la circo. On organisait des conférences, des colloques, on pouvait aussi se déplacer sur le terrain. Moi, j'ai fait pas mal de réunions à l'extérieur avec mon élu. Mais en fait, donc là, toi, tu accompagnes depuis 6 ans le même sénateur ou ça a changé? Non, alors en 6 ans, effectivement, j'ai travaillé pour plusieurs élus et aujourd'hui, effectivement, je travaille pour un sénateur qui siège en commission des lois et des affaires européennes. D'accord, donc là, tu es beaucoup plus, tu travailles beaucoup plus sur des projets de loi en rapport, avec l'Europe? Alors, je travaille sur des textes de loi sur lesquels il peut être amené à travailler. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, il a, par exemple, travaillé il a été rapporteur sur le projet de loi Confiance dans la justice. Donc, effectivement, j'ai été amenée à travailler sur ça. Et puis, moi, je suis particulièrement mobilisée. Je suis en charge de toute la production éditoriale de sa newsletter mensuelle qu'il envoie D'accord. à peu près 5 000 élus. Donc, effectivement, il y a pas mal de sujets comme ça.
Et tu disais qu'il y a seulement 32% de femmes au sein du Sénat. 32% de sénatrices. Oui, oui, 32% de sénatrices. Ça veut dire que, est-ce qu'au sein des collaborateurs parlementaires qui travaillent au Sénat, il y a autant de garçons que de filles, il y a plus de filles que de garçons, comment ça se passe? Alors, j'ai pas les chiffres en tête. C'est une bonne question. J'aurais pas les statistiques exactes. On doit pouvoir les trouver, hein. Elles doivent être très, très accessibles. Mais ça me semble assez équilibré. Il y a peut-être plus de femmes qui restent, plus de collaboratrices qui restent longtemps dans la maison. Il y a D'accord. peut-être, voilà. Les hommes peut-être partent plus vite, j'ai l'impression. Mais sinon, je pense que c'est plutôt équilibré. Parce que c'est un métier qui est difficile? C'est un métier qui est passionnant. Difficile, tous les métiers sont difficiles, très honnêtement. Dès qu'il y a de l'humain, de toute manière, c'est complexe. Tu disais tu avais l'impression que les hommes partaient plus vite que les femmes. Peut-être que les hommes considèrent, les collaborateurs hommes considèrent peut-être ce job comme un tremplin pour faire eux-mêmes une carrière politique. D'accord. Ça, je l'ai beaucoup vu. Et il y a des femmes aussi qui le font, et c'est très bien. Mais c'est peut-être un comportement un peu plus masculin. D'accord. Et donc là, par exemple, par rapport aux présidentielles qui ont lieu dans 6 mois, est-ce que 2022 va être plus chargé? Est-ce que ça va être différent pour toi comme année? Oui, parce que en temps d'année présidentielle comme ça, le calendrier parlementaire est un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, le Sénat, comme l'Assemblée, je pense, vont arrêter de légiférer, vont stopper leurs travaux législatifs. C'est tout à fait normal en période électorale présidentielle, étant donné qu'on rentre en période de campagne, on ne peut pas faire voter des lois juste un mois avant l'élection. Ouais. Donc, effectivement, l'année parlementaire va être un petit peu modifiée de ce point de vue-là. Donc, il faudra attendre effectivement l'élection du président, l'élection des députés pendant les législatives, après les présidentielles, pour que le travail reprenne, pour que le travail législatif reprenne vraiment. Maintenant, les sénateurs, comme les députés, vont continuer à mener des auditions, continuer leur travail de contrôle, parce que je le rappelle, le travail d'un parlementaire, c'est trois choses, c'est voter la loi et le budget, c'est contrôler l'action du gouvernement. Et le troisième, qu'est-ce que je veux dire? Bon, on va dire C'est deux. déjà pas mal. Excuse-moi. Mais non, mais attends, ça peut arriver. Écoute, on va passer sur le troisième. Si tu te souviens du troisième, à un moment, tu me couperas la parole. Ok, ça marche. Alors moi, il y avait une question que j'avais très envie de te poser. Donc, ça fait 6 ans que tu exerces ce métier. Comment c'est d'être une femme en politique? Ah, bonne question. Écoute, je ne sais pas si tu as regardé l'émission de Karine Le Marchand, Ambition Intime, dans laquelle elle a interviewé toutes ces grandes femmes politiques Mais non, mais je françaises. voulais la voir en plus. Il faut que je regarde le replay. Écoute, on peut en penser ce qu'on veut, de l'infotainment, voilà, d'avoir un format divertissement sur la politique. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était assez parlant et assez significatif de ce que les femmes rencontrent. Ouais. Les femmes, elles sont sous-représentées dans les sphères de pouvoir, ça c'est sûr. C'est quelque chose que j'ai vu hein, pour travailler au Sénat. Elles sont sous-représentées dans les réunions, dans l'hémicycle, sur les plateaux télé. Et puis, elles font face à un tas de choses. Elles font face à du sexisme, oui, comme dans beaucoup d'autres milieux, le sexisme en politique existe. Donc, ça va être des commentaires sur le physique, sur les tenues, sur l'âge, des jugements, sur le fait, si elles sont mères, d'être mauvaises mères parce qu'elles passent du temps à faire de la politique. Ça va être des insultes sexistes. On va les traiter de folles, d'hystériques, de poissonnières. Et pas plus tard que il y a quelques mois, à l'Assemblée, par exemple, il y a une députée qui s'est fait traiter de poissonnière. Ouais. Il y a une ministre, on a refusé de l'appeler Madame la ministre et le député a insisté pour l'appeler Madame le ministre. Il y a des caquettements de poules, il y a des dénigrements, des procès en incompétence. Et puis, comme ailleurs aussi, il y a des agressions physiques. Il y a des agressions physiques ou des agressions sexuelles. Ça, c'est le panorama général. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'il y a des zones blanches de la parité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits de pouvoir qui ne sont pas paritaires.
Il y a seulement 20% de femmes maires en France. Aujourd'hui, il y a seulement 19% de présidentes de département, 30% de présidentes de région. Et il y a à peu près 40% de femmes députées. Donc oui, la politique est un milieu qui souffre encore du sexisme. Et est-ce que toi, tu l'as ressenti, toi, dans ton travail, depuis ces 6 ans, ce sexisme? Alors, j'ai été assez épargnée sur certaines choses. Néanmoins, comme beaucoup, j'ai eu pas mal de remarques. Alors, c'est pas forcément des remarques insultantes, hein, mais ce sont toujours des remarques qui nous ramènent à notre physique, qui, dans un contexte professionnel, peuvent paraître déplacées. Ah, Laurie, elle est toujours aussi belle, alors qu'on était à un déjeuner professionnel Ouais. en présence de mon élu. Enfin, voilà, c'est des choses assez gênantes qui sont pas du tout professionnelles, qui sont déplacées. Euh, voilà, donc il n'y a rien de gravissime par rapport à ce que peuvent subir d'autres femmes. Mais néanmoins, effectivement, j'ai pu avoir plutôt moi des commentaires sur le physique. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que les choses, elles évoluent par rapport à ça? Est-ce qu'on n'est pas, là, dans ton dernier épisode de podcast, où tu interviews, alors c'est Sophie Trill, c'est ça? Oui. T'interviews Sophie, elle explique, il y a une petite anecdote où elle se fait, je crois qu'elle est dans l'ascenseur avec, alors elle est Ah attachée oui. pour un parlementaire, pour le coup. Alors, effectivement, elle Ouais, raconte, Sophie Tri, je recontextualise, elle est attachée parlementaire d'un député, donc à l'Assemblée nationale. ouais. Elle raconte qu'elle est dans les couloirs de l'Assemblée avec son député. Donc, elle prend l'ascenseur avec son député. Et puis, à ce moment-là, un autre élu arrive, un autre député rentre dans l'ascenseur. Elle explique qu'elle porte ce jour-là un manteau rouge. Et donc, que cette personne qui rentre dans l'ascenseur dit à son député devant elle, ah, tu es venu avec ton petit chaperon rouge. Ouais. Donc effectivement, c'est fort désagréable et c'est très Ah non, non, déplacé, non, bien je crois que entendu. non, non, c'est pas ça. Attends, je l'ai écouté ce matin. Il lui dit, tu te fais chaperonner par ton petit chaperon rouge. Je crois que c'est ça. Ah oui, voilà, Ouais. exactement, exactement. Elle Après, sort, ouais. elle est furax et elle va acheter un livre, elle va acheter le livre Psychanalyse des contes de fées et elle va lui envoyer par le courrier interne avec un petit mot salé. Et j'ai trouvé cette anecdote géniale parce que effectivement, elle ne laisse rien passer, quoi. Ouais. C'est selon elle le moyen pour faire évoluer les mentalités. Enfin, c'est un des Tout moyens, à c'est de fait. rien laisser passer. Et d'ailleurs, Ouais, après, pour finir cette petite histoire, c'est que le député en question s'est confondu en excuses et tout à fait. s'est senti un peu comme un con, quoi. Tout à fait, ouais. Et je pense que pour revenir à ta question, je pense que certaines mentalités évoluent. Je pense qu'il y a une prise de conscience, hein. C'est vrai que quand même depuis quelques années, depuis MeToo, il y a une vraie prise de conscience. Les rapports s'empilent. On voit bien que les chiffres sont là, que tout est à l'appui, qu'on a les faits. Donc je pense que la prise de conscience est là, en tout cas pour une partie de la population. Et par contre, oui, pour agir, bah là, c'est un peu plus compliqué, c'est lent, on a quand même une force d'inertie assez puissante. En plus, là, tu nous parlais des agressions verbales ou enfin, du harcèlement sexuel. Je ne sais pas si un jour il y aura un MeToo politique qui va sortir, mais pour l'instant, ça reste quand même super opaque. Écoute, je pense que oui, le MeToo politique, j'ai vu que certaines commençaient à en parler. Ouais, Il y a eu quand même le procès, enfin, l'affaire Denis Baupin, ouais, c'est vrai, quand c'est on vrai. se rappelle le harcèlement sexuel dans le milieu politique. En tout cas, le podcast Les Mariannes sera partenaire de la Journée nationale le 3 décembre prochain à l'Assemblée nationale sur les violences en politique. Donc, D'accord. c'est une journée qui est organisée par le réseau élu local. Ouais. Et c'est une journée à l'Assemblée où effectivement on débattra avec d'autres élus, avec des élus pardon, et des journalistes de ce phénomène-là. Et il y a aussi une question que j'avais très envie de te poser, c'est que d'ailleurs, tu as à cœur avec ton podcast d'interroger des femmes de toute la France, des femmes qui s'engagent en politique. Mais quand même, au-delà de ça, on voit qu'il y a quand même peu de femmes. Il y a peu de femmes en politique. Pourquoi, selon toi, les femmes ne s'engagent-elles pas plus en politique? C'est une combinaison de facteurs, je pense. Déjà, c'est vrai que l'engagement politique prend beaucoup de temps.
il faut être quand même sacrément accroché, il faut avoir vraiment cette flamme intérieure qui nous fait déplacer des montagnes pour Ouais. véritablement, vouloir s'investir parce que c'est un milieu quand même, qui peut être, difficile, faire une com que ce soit pour un homme ou une femme, hein. C'est quand même un milieu qui peut être violent. Donc, pour faire campagne, pour affronter des adversaires politiques, il faut quand même, oui, il faut quand même en vouloir. C'est quand même beaucoup de temps aussi, parce que, avant d'être investi par un parti, avant d'être élu, bah, c'est beaucoup, beaucoup de temps, sur son temps personnel passé à faire, les marchés, à tracter, à faire Mmh. des réunions publiques, à défendre ses idées, et donc ça, les femmes, aujourd'hui, surtout, dans la trentaine, dans la quarantaine, quand elles ont des enfants, on sait qu'elles ont, la charge mentale du foyer en général et bah, c'est moins naturel pour elles de se dégager du temps, pour défendre leurs idées et pour se lancer en politique. Après, il y a d'autres explications, aussi, je veux dire ça peut rebuter, c'est un milieu qui peut rebuter, c'est un milieu, qui peut leur faire peur, parce que, effectivement, c'est un milieu difficile dans lequel on sait qu'il y a du sexisme aussi. Et puis, je pense qu'on a été, hommes et femmes, élevés, dans des normes sociales, différentes aussi et que, on n'a pas toujours encouragé les petites filles à oser faire des choses, à se mettre en avant, à prendre la parole, en public. Souvent, les filles sont quand même des bonnes élèves, timides, un peu discrètes et je crois que ça ne va pas forcément avec les usages du monde politique non plus. Et tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas si tu l'as écouté, il y avait un épisode de Genre de Fille où j'interviewais Rebecca Fitoussi, qui est présentatrice pour Public Oui, Sénat. Et oui, elle le dit dans l'épisode que quand elle reçoit des femmes sur le plateau, elles ont en général vachement préparé leur intervention, elles savent de quel sujet on va parler, elles ont oui. souvent peur de dire des bêtises, ou même pas des bêtises, de faire une erreur, tu vois. On sent qu'elles sont, elle me disait, on sent qu'elles sont hyper concernées et qu'elles sont vraiment dans la peur de dire une bêtise, alors que les hommes qu'elle reçoit, donc les hommes politiques, elle m'expliquait, mais ils sont à la cool. Enfin, là, je fais un peu une généralité, mais elle te dit que, en gros, les hommes n'ont pas du tout peur de dire des bêtises, qu'ils ont beaucoup plus confiance en Mmh. eux. Et C'est vrai. Bon, ça, je le vois, c'est très vrai. Je le vois aussi, moi aussi, beaucoup quand je suis en réunion, par exemple. Une réunion dans laquelle je ne m'exprime pas forcément, mais quand j'assiste à des réunions qui comprennent des sénateurs et des sénatrices, très clairement, je vois cette différence-là aussi dans la préparation. Je remarque que très souvent, les femmes sénatrices sont très carrées, très structurées, très ouais. organisées. Elles savent où est-ce qu'elles veulent aller, elles savent ce qu'elles ont à dire. Et les hommes, parfois, peuvent être beaucoup plus à la cool. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent, ça les discrédite, pas du tout, hein. Non, non, bah, Mais c'est pas la même préparation, je veux dire. ouais. Ouais, elle me disait que parfois, elle avait des invités qui arrivaient sur le plateau en disant, bon, alors, on parle de quoi aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Enfin, tu vois, c'était pas trop des gros stress. Et aussi, Effectivement. ouais, dans ton dernier épisode, d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant, Sophie Trill, qui a 2 enfants et qui doit quand même aller à Paris, je crois que c'est 2 jours par semaine ou 1 jour et demi par semaine, Oui, alors qu'elle oui. habite dans le sud de la France. Elle te dit que le seul moyen de concilier carrière politique et vie de famille, alors là, je la cite, elle dit: «Il faut avoir un mari féministe». Oui, Ouais, non, je trouvais ça oui, oui. super, c'est peut-être ça aussi qui va faire, que les femmes vont peut-être plus s'engager en politique, c'est d'avoir des maris qui soutiennent la démarche, d'être moins Tout à présente, en fait. fait. Oui, c'est vrai qu'il faut un soutien familial, que ce soit pour un homme ou une femme, il faut un soutien familial. Il faut que la famille accepte cet engagement-là et le soutienne. Et oui, oui, c'est de toute manière, il y a beaucoup de femmes de pouvoir qui disent ça, hein, qui disent que Ouais. que sans, le soutien familial, elles n'auraient pas forcément pu avoir le temps nécessaire à l'investissement que ça demande. Et Il y a et aussi, je crois, il y a aussi, je pense qu'il y a le phénomène de boys club, c'est-à-dire que les hommes, se cooptent beaucoup entre eux aussi ouais. et donc nous, les femmes, on est sans cesse en train de se remettre en question, de se dire: «Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi et patati et patata».
Oui, c'est vrai qu'on a cette exigence vis-à-vis de nous-mêmes qui nous fait sans cesse nous remettre en question et sans cesse on doit se dire ah là je dois doper ma confiance en moi, je dois être plus ci, plus ça. Moi parfois j'aimerais aussi que les hommes fassent cette introspection-là et se remettent un peu en question aussi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même cette logique de clan que les hommes ils fonctionnent par réseau et ça a souvent fonctionné comme ça. Alors j'espère que c'est en train de changer et j'espère que ça va changer. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène souvent de cooptation entre hommes. Est-ce que tu trouves que les femmes, elles sont solidaires entre elles dans le monde de la politique? Je pense que l'idée de la sororité se développe, oui. Je pense que effectivement le cliché de la reine des abeilles qui écrase les autres, en tout cas, c'est pas quelque chose de positif du tout. Et je pense que oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec les Mariannes. Tu me poseras peut-être la question, on y viendra peut-être tout à l'heure de mon podcast Les Mariannes. Mais en tout cas, c'est cette idée d'effectivement de soutien mutuel, de mentoring et au-delà des idées politiques des unes et des autres, c'est de voir comment toi tu te débrouilles, comment est-ce que toi tu affrontes ça et est-ce qu'on peut essayer ensemble d'adopter, voir quelles solutions tu mets en œuvre et quelles actions tu mets en œuvre pour contrer ce phénomène ou ce phénomène. Et quelles que soient nos idées politiques, on essaye effectivement d'être plus fortes ensemble. Après, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est très répandu entre les élus. Il y a des réseaux féminins qui existent. Le réseau, par exemple, élu local aussi. Ouais, Il y a des choses qui existent. Après, c'est aux femmes à se saisir de ces outils-là et être dans cette démarche-là aussi. ouais. Et comment on peut, convaincre plus de femmes de se lancer en politique, en fait? Comment on peut changer le fait qu'il y ait aussi peu de femmes, dans les sphères politiques? Alors, je crois que d'abord, il faut encourager les femmes. Il faut les inciter à défendre leurs idées, à s'exprimer, à prendre toute leur place dans ces espaces de débat public qui leur appartiennent, parce que la politique a tout à gagner à ce qu'elle soit écrite aussi bien par les hommes que par les femmes. Et on a tout à gagner à construire des politiques publiques dans lesquelles les femmes ont aussi leur mot à dire parce que les femmes, elles rencontrent des problèmes dans la vie qui ne sont pas les mêmes que les problèmes que vont rencontrer les hommes. Donc, c'est important que les femmes elles puissent être dans ces cercles de pouvoir pour pouvoir elles aussi être décisionnaires. Ouais, Alors, comment est-ce qu'on les incite? Je pense que d'abord, il faut leur donner envie, il faut leur donner des rôles modèles aussi, il faut leur montrer que c'est possible. Et ça passe aussi par le traitement médiatique. Il faut effectivement que le traitement médiatique des femmes soit correct dans l'espace politique. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une ministre, on parle uniquement de sa crinière de cheveux et de son vernis à ongles et de ses décolletés. Non, ça, c'est pas acceptable aujourd'hui en 2021 dans notre société. Je crois pas. Donc, je crois qu'effectivement, c'est bien beau de vouloir jeter les femmes comme ça dans l'arène, mais aussi, il faut quand même leur faire de l'espace et un espace correct. d'accord. Après, je pense qu'il faut aussi accepter et les encourager effectivement à se mettre en réseau. Il y a des réseaux qui existent, donc il faut qu'elles aient le courage de rejoindre ces réseaux, de frapper aux portes et de trouver des mentors politiques. Parce que il n'y a personne qui arrive en politique, un homme ou une femme, personne n'y arrive sans mentor et sans de bons conseils placés au bon moment, au bon endroit. Donc il faut aussi que les femmes soient conscientes de ça et qu'elles aillent frapper aux portes. Et puis, si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ouais. Il faut vraiment les inciter à chercher comme ça des notions de réseau. Moi, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec mon podcast Les Mariannes. Les Mariannes, c'est un podcast que j'ai créé en avril 2021, donc il y a quelques mois, et dans lequel j'interviewe des femmes engagées. Alors, je dis femmes engagées parce que j'interviewe à la fois des femmes investies dans la vie politique, mais aussi des femmes qui sont à la tête de réseaux associatifs, par exemple, parce que je considère que l'association ou la fondation, et c'est aussi un merveilleux endroit pour agir concrètement et changer les choses. Et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire de la politique. Donc moi, j'interviewe des citoyennes engagées avec finalement deux objectifs. L'idée d'abord, c'est de les valoriser, de faire entendre leur voix, de montrer que même si elles sont moins nombreuses ou qu'elles sont invisibilisées par les médias, elles sont là, elles ont des choses à dire, elles travaillent déjà comme des folles dans la société française, elles font vraiment un boulot de dingue, elles ont une énergie à revendre extraordinaire et
je crois qu'il faut vraiment les valoriser, leur donner la place pour exister dans l'espace médiatique. Et le deuxième axe des Marianne, de mon podcast, c'est aussi d'encourager donc d'autres femmes à prendre leur place. Parce qu'effectivement, c'est difficile quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas eu de famille qui travaille en politique et qu'on veut se lancer, qu'on veut changer les choses, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment une parole que je recueille et c'est un témoignage que je recueille pas mal de la part de mes invités. Euh, mais pour ça, il faut se mettre en réseau, il faut s'organiser et il faut aller frapper aux portes et trouver des mentors. Moi, c'est par exemple, ça, je l'ai compris assez vite quand je suis rentrée en politique. J'ai compris que pour évoluer professionnellement, il fallait être encouragé, soutenu et que pour oser, il fallait aussi voilà, se sentir épaulé, oser demander une augmentation, oser changer de job, oser se lancer en politique. Et ça, je l'ai trouvé grâce à un réseau féminin qui est PWN Paris, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait un programme de mentoring. Et donc, je Ouais. pense qu'avec les Marianne, j'ai voulu peut-être un peu redonner de ça. Et je me suis mis un peu dans la peau de celle que j'étais à 26 ans quand j'ai poussé les portes du Palais du Luxembourg, ces portes magnifiques avec ces dorures, etc. Et je me suis dit, purée, moi, j'aurais adoré écouter le programme que je produis actuellement. J'aurais adoré écouter le témoignage d'autres élus qui me ressemblent ou d'autres collaboratrices qui me ressemblent, qui font face aux mêmes difficultés que moi, qui ont les mêmes envies. Même si elles n'ont pas les mêmes idées, je m'en fous. Je veux voir comment elles se débrouillent. Et parce que c'est vrai, quand on arrive de sa province sans connaître personne, honnêtement, c'est difficile. On peut être naïf et il faut pas l'être. Et voilà, donc j'ai voulu créer le podcast Les Marianne pour permettre cette transmission d'expérience. Ouais, alors on s'est un peu éloigné de la question là, mais c'est pas grave. Mais concrètement, on va prendre mon exemple. Moi, je suis en Savoie. J'ai envie de m'engager en politique. Comment ça se passe? Je vais voir qui? Je regarde un parti vers lequel je me sens proche et je commence à tracter. Qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer pour l'égalité homme-femme ou pour que c'est un impact? Ça va être au niveau municipal, ça va être au niveau de la région. Enfin, c'est pour les gens, pour les personnes lambda, en fait, qui n'ont pas, enfin, tu vois, d'ailleurs, qui n'écouteront pas forcément le podcast, mais qui ont envie d'apporter une pierre à l'édifice et de rentrer dans le circuit décisionnel. Comment tu fais? Bah ça dépend effectivement de la fibre de chacun. Je pense qu'un engagement politique, il est d'abord nourri par des désirs, par des convictions profondes. Euh, il faut rentrer en politique en se posant la question, pourquoi est-ce que je veux faire de la politique? Quel est mon sujet? Qu'est-ce que je défends? Et en D'accord. fonction des réponses, il faut aller vers des réseaux appropriés. Si votre objectif, c'est de sauver la planète, effectivement, vous allez vous orienter vers un réseau associatif qui va faire ça ou vers un parti qui va faire ça. Il faut D'accord. véritablement partir d'abord, je crois, de son désir profond. Qu'est-ce que c'est que je veux défendre comme idée? Et quelles sont D'accord. mes convictions profondes? Je pense que c'est d'abord la première question à se poser, voilà, de faire ça. Et après, c'est un long travail de militantisme. Effectivement, si vous vous reconnaissez dans les valeurs d'un parti, effectivement, il faut aller frapper aux portes, il faut être militant. Et ensuite, il faut faire partie de cette grosse machine collective et, euh, et militer et se faire repérer. Et voilà. Et après, c'est la course à l'investiture. Et voilà, si on veut faire de la politique dans un schéma classique. Ouais, mais c'est ce qui explique peut-être que, sûrement, qu'il y ait pas beaucoup de femmes, tu sais ce que tu disais, de l'âge de, je sais pas, entre 25 et 40 ans, en fait, voilà, c'est plus compliqué. Mais je pense aussi, d'ailleurs, peut-être aussi pour des hommes, quoi, si tu as envie de voir tes enfants, si tu as envie d'avoir une vie de famille, l'investissement de temps qui est demandé et semble Oui. difficilement compatible avec une carrière professionnelle, en fait. Mais Effectivement, pas un sacrifice, mais c'est un investissement. Il ne faut pas le sous-estimer. De mm. faire de la politique, c'est un investissement. Et j'ai lu que tu allais préparer un épisode consacré au cyberharcèlement, et apparemment où c'est un phénomène qui touche beaucoup de femmes élues ou engagées. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, le cyberharcèlement, c'est un phénomène auquel beaucoup d'activistes sont confrontés. Pas Ouais, que les femmes élues, hein, mais beaucoup d'activistes qui défendent leurs idées. Il y a beaucoup, beaucoup de trolls, beaucoup d'insultes, d'injures, de menaces. C'est vraiment assez terrible.
Et je crois qu'il faut essayer de donner des ressources, de donner des réflexes pour pas subir ça de manière trop violente et avoir les bonnes ressources. Là, c'est pas mon sujet, je suis pas spécialiste de ça et justement, je suis curieuse des bons réflexes à adopter. Donc, je vais essayer effectivement de préparer un épisode sur Ouais. ça et de donner la parole à une spécialiste du sujet. Et on va passer aux petites questions de la fin. Alors là, ça va être des questions un peu spéciales, mais qui m'intéressent aussi. Quelle femme politique tu admires le plus et quel homme politique tu admires le plus? On peut passer de questions. Non, parce que je veux pas donner d'idées politiques. Enfin, je veux pas je veux pas donner mes orientations politiques à moi, donc j'ai l'impression que ça va un peu biaiser tu vois. D'accord, bah, c'est dommage, mais écoute, tant pis. Alors, qu'est-ce qui t'anime, Laurie? L'égalité. D'accord. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? L'ingratitude. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Ben, moi, j'aimerais bien entendre une journaliste. J'aimerais bien entendre Faustine Bollard, voilà. D'accord. Eh ben, écoute, c'est noté. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Laurie? Quel genre de fille je suis? Je suis le genre de fille qui rêve beaucoup, mais qui en même temps, je rêve pas forcément que de manière contemplative. Je suis quand même aussi le genre de fille qui se donne les moyens d'accomplir quelques-uns de ses rêves, en tout cas. D'accord. Eh ben, écoute, merci pour cet entretien. Longue vie à ton podcast, Les Mariannes. Et puis, j'espère que tu vas réussir à nous trouver plus de femmes qui vont s'engager en politique. Merci. Au revoir. Au revoir, Anne-Laure. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!